Valère Novarina, bonjour. Bonjour. Je suis très contente de vous rencontrer, enfin. Paradoxalement, on vous connaît assez bien en Russie, tandis que quand même vos textes qui sont faits à partir de jeux de langage paraissent intraduisibles. Le paradoxe, c'est que vous avez trouvé de très beaux traducteurs en Russie, et donc vous êtes entré dans la mentalité, dans le champ du théâtre russe. Mais avant ça, revenons vers l'atelier volant. Oui. C'était votre première pièce. Oui, c'était une pièce écrite en 1968, 69, 70, il y a pas mal de temps, vous voyez. Et alors pourquoi d'un coup vous revenez si longtemps en arrière, vous avez décidé de la monter? Oui, c'était un peu la pièce mère de toutes les autres. Et puis, la dernière fois qu'on a joué avec les acteurs, le vrai sang, qu'on a joué à l'Odéon, la tournée s'est achevée à l'île de la Réunion. Je leur dis, il y a une véritable troupe parmi vous. Pour former une véritable troupe, il faut qu'on fasse quelque chose très rapidement. Donc, une pièce déjà écrite, donc l'atelier volant, la toute première pièce, qui aussi résonnait assez fortement aujourd'hui avec des problèmes des gens d'aujourd'hui. Enfin, voilà. Justement, ça paraît étrange parce qu'on est tellement habitué que dans vos pièces, il n'y a aucune fable, il n'y a pas de... Oui, c'est vrai. Oui, Et du coup, ça, on dirait que c'est presque une pièce engagée, sociale. Oui, une pièce avec des personnages, avec une action, une pièce qui se démonte en cours de route et qui se défait, une pièce un peu métamorphose, mais quand même, il y a des personnages avec des noms. Voilà. Je voulais revenir là, peut-être pour... je sais pas aussi. Ce qui m'attirait aussi, c'est que c'est une pièce très difficile à monter. C'est une pièce très très complexe parce qu'il y a il y a une sorte de mutation perpétuelle des choses. Donc j'étais attiré par la difficulté. Puis j'avais ce groupe d'acteurs. Et puis peut-être une nouvelle phase, avant d'écrire tout à fait autre chose, je voulais retourner un peu sur cette époque-là. Alors, si vous retournez vers cette époque-là, cela veut dire que vous trouvez des correspondances très fortes avec la nôtre. Alors, oui, parce que la pièce décrit, elle semble bien, des scènes semblent écrites hier. Elle parle beaucoup de... Elle parle presque de lutte de classe. Oui, parce qu'à l'époque, donc, c'était décrit, disons, pendant la révolution de 68, enfin, si c'était une révolution, mais pas tout à fait quand même. Vous voulez dire que nous vivons une époque aussi de grands bouleversements à venir? En tout cas de mutation, puisque personne ne sait de quoi sera fait le mois prochain. En tout cas, vous montrez d'une manière très théâtrale la destruction de l'homme par la machine de l'exploitation, par la machine de consommation. La technique, la consommation effrénée, et puis aussi peut-être qu'il y a le thème de la lutte des classes, qui est un thème un peu de l'époque où j'écrivais la pièce, et puis qui se transforme en lutte des langues. Oui, le sentiment aussi que nous sommes faits de langage, que le langage est notre chair, comme tout autant que notre sang et nos os, etc. Et que le grand paradoxe, c'est que le langage nous a servi et nous sauve. Il nous a servi par l'idéologie, par la pensée mécanique, par la mécanisation de l'information, et en même temps le langage est ce par quoi l'homme se tire de toutes les situations. Et là, autre chose, par le langage, il y a aussi le corps. Oui. J'ai lu votre lettre aux acteurs, voilà, que vous avez écrit pendant les répétitions. L'atelier volant a été monté par un jeune metteur en scène qui s'appelait Jean-Pierre Sarzac. Il m'a chassé des répétitions. Je pense qu'il a eu raison parce qu'il ne fallait pas plusieurs personnes en face des acteurs. Et j'ai écrit cette lettre aux acteurs que j'ai distribuée aux acteurs quand ils sortaient. Je les attendais à la sortie de la salle de répétition où je n'avais pas le droit d'entrer. J'ai distribué cette lettre. Et donc, ce n'était pas du tout destiné à la publication, c'était une lettre à eux. Et donc, dans cette fameuse lettre aux acteurs, vous mettez au cœur du théâtre, si je peux dire, le corps de l'acteur. Donc, oui. C'est pas uniquement le langage, mais c'est le corps, sortir de son corps. Aujourd'hui, je ne sais pas, dans les textes plus tardifs que j'ai écrits, ce que je mettrais au centre du théâtre, c'est la respiration.
la respiration et aussi la respiration comme figure de la pensée. La respiration animale figure la pensée, préfigure la pensée, parce qu'il me semble que la pensée renverse, comme la respiration renverse. J'ai toujours cette image que la respiration passe par la mort, quand même, qu'il y a résurrection à chaque fois qu'on reprend un souffle. Et ça, à mon avis, c'est ce qui distingue la pensée de l'idéologie, ou des idéologies qui sont des assemblages mécaniques des mots, et que la pensée remet les mots en mouvement et les consume. Ils sont brûlés à nouveau, ils sont dépensés. Est-ce que vous pourrez formuler quel est pour vous l'acteur idéal que peut jouer Novarina? C'est un peu difficile à dire. Je pense que, si vous voulez, qu'entre un acteur et un texte, et je pense qu'il n'y a pas 36 façons pour un acteur de jouer un texte, que tout n'est pas possible au théâtre. Il y a juste un seul point de rencontre qui est vrai, entre votre corps, si vous êtes actrice, et cette page-là. Il y a un endroit où la rencontre est juste, et partout ailleurs, c'est un peu à côté. Donc je pense qu'il y a une vérité de la rencontre entre le langage et le corps. Qu'au théâtre, tout d'un coup, le langage retrouve son volume. La page est horizontale, plate, et le texte se relève. Le texte prend le volume de l'espace, le volume du corps de l'acteur et le volume de l'espace. Il y a une très belle chose qui m'est arrivée en Grèce, c'est que je travaillais avec quelqu'un travaillait mes textes avec des acteurs, et j'entendais toujours un mot qui se répétait, qui était le mot, je crois, kimeno, quelque chose comme ça, kimeno. Alors souvent, quand on entend une langue qu'on ne connaît pas, on repère des mots. Comme en Russie, je me demande toujours ce que ça veut dire apatom. J'entends toujours apatom. Là-bas, j'entendais kimeno. Et la personne avec qui travaillait avec ces acteurs me dit kimeno, c'est le texte, et mot à mot, c'est celui qui est couché, c'est le gisant. Alors je dis, c'est tout à fait extraordinaire que le texte est le gisant et que l'acteur le ressuscite, que l'acteur redonne vie, dans le fond. C'est ça qui est tout à fait extraordinaire. Donc j'ai eu cette sensation hier soir à la première de l'atelier Golan, que chaque acteur non pas incarne des personnages ou incarne le texte, mais le révèle. Il y a une révélation, quelque chose de l'ordre de la vérité par la matière même. C'est pour ça que j'ai un petit livre que j'avais écrit sur toujours des réflexions sur le théâtre, ça s'appelait Lumière du corps au pluriel, comme si le corps n'est pas simplement quelque chose d'opaque, de muet, de matériel, mais la matière, je ne sais pas, la chair révèle. Enfin, je ne sais pas comment dire quelque chose. Voilà. J'ai lu que vous avez dit quelque part que je voulais être le Spartacus des acteurs. Oui, c'était le moment de la lettre aux acteurs, qui est le premier texte comme ça polémique que j'ai écrit sur l'acteur. Je voulais délivrer l'acteur de l'emprise, de la dictature, de la mainmise du metteur en scène. Et penser que l'acteur était le point inventif. Donc le travail de mise en scène consiste à essayer par tous les moyens à favoriser le contact entre l'acteur et le texte. Et dans un certain sens, la mise en scène ne s'adresse pas à la mise en scène, voilà, tout ce que vous voyez, ça ne s'adresse pas au public, ni aux critiques, ni à personne, ça s'adresse à l'acteur pour qu'il joue la pièce. Voilà, c'est le point de l'émotion, c'est quand même le cœur, le corps, enfin, ou le cœur aussi, la parole de l'acteur comme foyer respiratoire où le texte devient ardent. Il y a une sorte de combustion du livre sur scène, pas combustion au sens de destruction, mais une sorte d'ardeur, voilà. L'homme ardent est jeté dans l'espace. Vous êtes très attaché à cette idée de l'acteur du cirque, du carnaval, de tout ce qui prend une place à l'envers, de toute cette tradition qui est un peu oubliée aujourd'hui avec le théâtre intellectuel. Et ça, donc, on voit chez vous, donc ça veut dire comme le bas et le haut se réunissent. Oui, exactement. Donc, oui, parce que ma mère était comédienne et mon père architecte, mais il avait très bien connu le monde du cirque. Il est très ami de clowns très célèbres qui s'appelaient les Fratellini. Il allait dans leur loge, etc. Et il nous racontait qu'à l'époque où il était étudiant, vers 1920-1925 à Paris, les artistes
Le vendredi soir, aller au cirque. Au cirque, on rencontrait Picasso, Marc Jacob, Fernand Léger, mon père, etc. Et le cirque nourrissait comme l'imaginaire d'un espace métamorphique, d'un espace où tout le temps et l'espace se transforment ensemble de toutes les façons possibles. Et donc mon père, une fois par semaine, nous disait à ma mère qui était actrice et à moi et à mon frère que le théâtre ne valait rien, que seul le cirque était le noble art. Donc il y a eu peut-être aussi cette chose-là, et puis bon, des formes de théâtre populaire que j'ai vu en Savoie, de théâtre forain, des choses très, oui, liées à la culture populaire aussi. Et puis ce qui me semble aussi, c'est que l'extraordinaire aventure des représentations humaines qu'il y a eu dans la peinture au XXe siècle, XXIe siècle, à travers le visage humain, l'histoire du visage humain avec tout d'un coup Soutine, Bacon, Picasso, Basquiat, etc. Ce qui arrive à la figure humaine, c'était pas arrivé assez au théâtre. Donc c'est aussi réinventer une figure humaine autre, ou l'art rejoué, commencer de relancer l'idée de la figure humaine, et que les gens viennent voir au théâtre, non pas des hommes on en voit bien assez, mais ils viennent voir avec passion, le spectateur vient s'intéresser, comment l'homme se représente, quelle image nous avons de nous-mêmes. Donc cette idée aussi que les acteurs sont des peintres. Les acteurs, d'ailleurs, si vous voyez Olivier Martin-Salvant ou d'autres acteurs que vous avez vus hier, qu'est-ce qu'ils font? Ils dessinent. Ils dessinent des silhouettes, ils sont comme Degas ou je sais pas, Picasso, comme ça, ils tracent des choses dans l'espace, ils tracent des figures humaines dans l'espace. Ils ne sont pas ni des personnes, ni des personnages, ni rien de tout ça, mais ils inventent de l'homme à chaque pas. Je sais pas, c'est ça c'est comme ça que je vois la scène, comme une espèce d'endroit vide où il y a lieu une sorte de jeté de l'homme. Alors je dirais que c'est entre mystère dans le sens médiéval et le carnaval, qui appartient aussi à la même époque. Et c'est ça, oui. C'est à cela aussi que je trouve une grande affinité avec Claudel. Oui. Quelles sont vos influences? Vous avez fait, on peut dire, presque la révolution dans le théâtre français. Quels étaient les créateurs avant vous qui vous ont le plus influencé? J'ai beaucoup vu de théâtre populaire, de théâtre. Quand je suis à Thonon, je voyais du théâtre, on voyait aussi la décentralisation. Jean Dasté venait nous présenter des magnifiques spectacles. Mais aussi, il y avait ce théâtre forain, ce théâtre dans les campagnes qui existait encore. Et puis à Paris, j'ai vu énormément de music-halls, d'opérettes, de tout ce que je voulais, et voilà, etc. Et puis ensuite, j'ai travaillé, disons, une année sur Artaud. J'ai vu beaucoup de naux, j'ai vu à peu près tout ce qu'on pouvait voir comme naux en Europe pendant la période où je voyais tout ça. Et c'est vrai quand même, puisque vous me parliez de Claudel, que l'autre jour, je me suis souvenu que ma première expérience dans le fond de théâtre, quand j'avais 14-15 ans, on avait une amie qui jouait à Strasbourg Le Soulier de Satin par Hubert Gignoux, qui est là-bas. Et comme ma mère savait que je m'intéressais au théâtre, j'ai pu assister aux répétitions du Soulier de Satin pendant 3 semaines. Alors peut-être que quelque chose s'est quand même passé aussi de ce côté-là. Et puis des choses extraordinaires, comme j'ai vu, comme Grotowski. Enfin, il y a eu une période comme ça très, très intense dans la redécouverte. Et puis l'utopie d'Artaud, enfin des tas de choses qui me... Donc c'est des tas de choses qui se croisent. Et puis, Est-ce que les futuristes russes ont eu oui. leur J'ai place? beaucoup je connais pas très bien, mais j'ai beaucoup de sympathie pour ça. Alors oui, je suis en sympathie naturelle avec ce monde de réinvention des formes et de, je sais pas comment dire, de penser par les formes. Que les formes sont aussi pas les formes sont aussi de la pensée. Je sais pas comment dire. J'ai aussi une sorte de sympathie pour la culture russe et la culture slave d'une façon générale. Mais c'est aussi peut-être, je sais pas, une chose assez curieuse, dans la famille de mes parents, de ma mère, ils étaient à Neuchâtel, en Suisse, et alors ils étaient protestants, alors il y a une Bible. Les protestants, la Bible leur sert de livret de famille, et ils marquent tout ce qui leur arrive sur la Bible. Et il y en a peut-être 5 ou 6 ou 7 qui sont partis comme précepteurs en Russie, etc.
Il y a un lien très, très curieux avec la Russie depuis très longtemps. On cherchait souvent, parce qu'on disait que les gens de Neuchâtel parlaient un très bon français, donc les personnes nobles ou fortunées de Russie faisaient appel à des précepteurs de Neuchâtel. Donc il y a un lien avec la... Puis j'ai peut-être une arrière-grand-mère russe aussi, paraît-il. Enfin, on ne sait pas très bien. Quelque chose que je comprends de la Russie, dans une espèce je sais pas, de possibilité de penser les choses complexes. En France, on est très simplificateur, rationaliste au sens de remettre les choses à plat, et très manichéen. Il me semble que dans la pensée, dans la religion orthodoxe aussi, etc., puis il n'y a pas cette coupure entre le corps et l'esprit. Il y a une sensation que tout est réuni. Et vous êtes venu plusieurs fois en Russie. Oui. Vous pouvez parler un petit peu du spectacle qui a été... Le Périte imaginaire. Le spectacle de Feutrier, et puis Marcon avait joué, c'était encore sous l'Ancien Régime, encore jusqu'aux animaux, mais moi je suis allé faire des lectures à Samara, à Togliatti, etc. Il y a eu un accueil très extraordinaire, ces textes qui sont étranges, il y a eu des dialogues avec le public comme jamais en France, dans le fond. Les gens aussi ont le sens de parler des choses essentielles et pas de tout effleurer. Donc les voyages en Russie ont été toujours très, très nourrissants. Et vous êtes venu voir la première en Russie, quelles étaient vos sensations? Beaucoup d'admiration pour les acteurs, pour le musicien, pour le travail de Christophe. Il jouait une partie de la pièce, c'était pas toute la pièce, voilà. J'étais très...